On est sollicité depuis maintenant quasiment 1 an sur travailler sur les purificateurs d'air ou les décontaminateurs d'air. Donc là, il s'agit donc de dispositifs qui sont capables d'améliorer la qualité microbiologique de l'air, c'est-à-dire de tuer les virus et les bactéries qui peuvent être présentes dans l'air. Et l'objectif est bien entendu, dans cette période de pandémie, de tuer le maximum de bactéries et de virus dans l'air, notamment le SARS-CoV-2, pour diminuer le risque de contamination et d'exposition des populations. Liquidvit, c'est un purificateur qu'on appelle à plasma froid. Donc le plasma, c'est un état de la matière. On connaît le liquide, le solide, le gazeux. Donc le plasma, c'est un autre état de la matière. C'est un gaz ionisé. Donc c'est un gaz avec beaucoup de particules chargées. Et le fait qu'il y ait ces particules chargées, ça a la particularité sur tout ce qui est vivant, notamment pour tout ce qui est bactéries, les virus, d'endommager les membranes cellulaires et de les tuer. Donc on travaille sur ces technologies à plasma. Donc la première étape du projet, en janvier-février 2021, a été d'améliorer avec l'industriel des microréacteurs à plasma pour optimiser la bactéricide ou la virucidie, c'est-à-dire le nombre de bactéries et de virus qu'on est capable de tuer. Donc très simplement, on génère un aérosol à l'entrée des microréacteurs, un bioaérosol qui contient des quantités connues de bactéries ou de virus, et on regarde à la sortie si on a bien tout tué et on optimise l'abattement au milieu, ces fameux microréacteurs, pour optimiser ce rendement qui est capable de tuer les bactéries et virus dans l'air. Alors Killvid, c'est le prototype qui est assez imposant. L'idée aujourd'hui, c'est de voir un petit peu quel est le volume qui peut être traité, sur quelle durée. Tout à fait. Donc, dans notre stratégie pour évaluer la performance des décontaminateurs, des purificateurs d'air, on a vraiment, nous, 2 volets distincts. Le premier volet, tel que je vous l'ai expliqué, c'est ce qu'on en fait en janvier-février 2021, c'est de voir un petit peu le cœur du réacteur, de vraiment caractériser la capacité intrinsèque du dispositif à tuer des virus ou des bactéries. Ensuite, le deuxième volet, c'est une condition d'ailleurs nécessaire mais pas suffisante de tuer des bactéries, c'est de dire maintenant cet appareil, si vous le mettez dans une pièce qui est par exemple trop grande, ou si vous le faites fonctionner pas assez longtemps, elle a beau tuer des bactéries et des virus, si elle ne diminue pas de manière significative vraiment la quantité de bactéries et de virus dans une vraie pièce, dans la vraie vie, son efficacité pour éviter les contaminations sera bien entendu faible. Donc, outre les capacités intrinsèques de tuer des bactéries et des virus, il y a ce qu'on appelle l'approche vraie vie, c'est-à-dire vraiment, et ce que j'appelle aussi l'aspect mode d'emploi, de déterminer combien d'appareils, en fonction du volume d'une pièce donnée, qui contient une certaine charge virale ou charge bactérienne. Typiquement, si vous êtes dans une salle de 60 mètres carrés, qui est un appartement où il y a 2 personnes, ou dans une salle de restaurant où il y a 40 ou 50 personnes qui sont en train de déjeuner sans masque, on a une charge virale extrêmement différente. Donc, en fonction de la charge virale, en fonction de l'endroit où vous positionnez aussi le purificateur dans la pièce, en fonction du débit du dispositif, en fonction de l'ensemble de ces paramètres, ce qui est très important à déterminer, c'est où il faut mettre le purificateur, combien il faut en mettre en fonction du volume de la pièce et combien de temps il faut le faire aller, et est-ce que ça peut fonctionner en temps réel pour vraiment, dans la vraie vie, décontaminer et baisser la charge virale ou la charge bactérienne dans l'air. C'est une collaboration qu'on a depuis plus de 10 ans avec Jérémy Pourchet, puisqu'on travaille sur surtout les aérosols. Donc tout ce qui est nanoparticules aérosolisées, c'est une spécialité d'école des mines. Et puis nous, on a été spécialistes de la Légionnelle. Donc nous, en fait, on va faire tout ce qui est partie test de performance de dispositifs au niveau bactérien. Et Jérémy, son équipe, s'occupe plus de la partie virus, avec un collaborateur du CHU de Saint-Étienne, Paul Véroben. C'est ce qu'ils appellent un purificateur d'air. Donc c'est la société Gamapulse qui commercialise ça. Ici, vous avez plein de petits trous. C'est là où l'air de la pièce va être aspiré, va passer dans la machine, qui contient des réacteurs à plasma froid, qui vont purifier, c'est-à-dire détruire tout ce qui est vivant et toutes les molécules un peu toxiques. Et puis l'air va ressortir à ce niveau-là, une fois traité dans la pièce. Nous, l'objectif ici, c'est de le tester en conditions réelles. Donc dans une pièce classique, où il y a des bactéries, s'il y a des gens qui viennent dans la salle, forcément le niveau bactérien va augmenter. Si on reste en réunion pendant 2-3 heures,
le niveau bactérien va grandement augmenter si on n'aère pas la pièce. Donc l'objectif est de le faire fonctionner en réunion et que l'air soit renouvelé sans être obligé d'ouvrir la fenêtre. Donc ça c'est un préleveur d'air, ce qu'on appelle un Coriolis. Alors c'est tout simplement une machine qui va aspirer l'air de la pièce par ici. On met un flacon qui est rempli d'un milieu nutritif pour récupérer calmement les bactéries de l'air. Donc quand on le met en marche, pendant 10 minutes, l'appareil va aspirer l'air de la pièce. Les bactéries vont tomber dans le liquide. On récupère tout simplement le flacon. On va avoir donc les bactéries qui étaient présentes dans l'air qui ont été donc aspirées pendant les 10 minutes. Ce liquide, une fois qu'on l'a, on va au laboratoire. On va en déposer une partie sur une gélose, sur un milieu gélosé. On va l'étaler. Et puis dans 3 jours, on va compter le nombre de colonies qui vont apparaître. Ça veut dire que ce sont des bactéries cultivables qui étaient vivantes quand on a fait le prélèvement. Le même liquide, on va en prendre un extrait. Et là, on va extraire l'ADN. L'ADN de toutes les bactéries qu'il y avait dans l'air. Et en fait, dans l'air, vous pouvez avoir des bactéries qui sont vivantes et des bactéries qui sont mortes, mais qui ont encore de l'ADN. Et donc, on va avoir un autre dénombrement, celui qu'on appelle par qPCR. qPCR, c'est ce qu'on fait pour nous tester du Covid, c'est-à-dire qu'on regarde la présence de l'ADN. Alors, en moyenne, dans cette pièce-là, on est à 150 bactéries sur gélose par mètre cube d'air. Avec la technique de qPCR, on est environ à entre 1000 et 10 000 quantités d'ADN bactérien par mètre cube d'air. Voilà. L'objectif, après avec la machine, c'est de refaire le même décompte. Les 150 cultivables, on espère qu'elles vont tomber à 1, 2, voilà. Et si l'ADN, lui aussi, diminue, ça veut dire que la machine, elle tue la bactérie, mais aussi elle détruit son ADN. Et si elle détruit aussi l'ADN de la bactérie, ça veut dire qu'elle est capable de détruire l'ADN d'un virus. On a différents types de modèles pour évaluer la performance de ces contaminateurs, ces purificateurs d'air. Donc, dans un premier temps, en termes de bactéries, si c'est à l'échelle du laboratoire, pour vraiment évaluer la capacité intrinsèque du dispositif ou co-développer le dispositif, améliorer son rendement pour tuer des bactéries, on a besoin de concentrations très importantes de bactéries et de virus. Donc, pour les bactéries au laboratoire, on travaille beaucoup sur des bactéries pathogènes qui sont des staphylocoques dorés. Et pour les virus, pour différentes raisons, pour les capacités de les utiliser dans nos laboratoires, parce qu'il y a différentes catégories de laboratoires. Nous, on a des laboratoires au niveau des pathogènes qu'on appelle du niveau 2. Donc, on utilise des virus qui sont essentiellement chez nous non pathogènes, qu'on appelle des bactériophages, qui nous permettent de travailler avec des virus, avec des concentrations importantes de virus. Donc, on travaille avec des bactéries pathogènes que sont des staphylocoques dorés et avec un virus non pathogène qui est le bactériophage, mais ce virus non pathogène tue des bactéries qui sont pathogènes, qui sont des staphylocoques dorés. D'où la nécessité d'avoir des laboratoires quand même du niveau de sécurité élevé, même si les virus que l'on utilise chez nous ne sont pas pathogènes, mais elles mangent des bactéries qui, elles, le sont. Comme certains de ces bactériophages sont vraiment spécialisés pour tuer des bactéries pathogènes, il y a certains collègues, oui, il y a des essais cliniques qui sont en cours d'un point de vue mondial, mais il y a une équipe en France, sur Tours, qui s'intéresse aussi à ce type de sujet, qui va donc plutôt que d'inhaler des antibiotiques lorsque vous avez une infection pulmonaire bactérienne, de faire inhaler ces virus, ces bactériophages, par aérosol pour que ces virus, entre guillemets, naturellement, puissent détruire ces bactéries pathogènes et soigner la pathologie. Et ça a un grand intérêt, c'est que ça évite ces résistances, notamment les résistances aux antibiotiques, qui sont maintenant un problème très important pour tout ce qui est infection bactérienne. Alors, on est toujours dans une salle normale, c'est juste qu'on protège les murs avec cette tente. Alors, c'est une tente du type, vous savez, quand pour les tests, les vaccins, quand on se met dehors, c'est une tente qui est étanche et qui est quand même assez épaisse. Donc là, vous voyez qu'il y a 4 trépieds qui miment 4 personnes qui pourraient être en réunion.
Voilà, ce sont des bioaérosols qui peuvent être donc dispersés. C'est-à-dire qu'en fait, ces appareils vont être équipés, enfin sont équipés de petits réservoirs dans lesquels on va mettre notre suspension, alors ici de bactériophages, et qui va être diffusée pour simuler 4 personnes en réunion. Un bactériophage, c'est un virus contre les bactéries. C'est un virus qui nous infecte, nous, pas du tout, les hommes. Voilà. Donc par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement la même structure, la même chose que tous les autres virus, ceux qui nous affectent ou pas. Donc ce sont des bactériophages qu'on peut cultiver en laboratoire, et donc on va pouvoir faire une suspension avec une concentration connue, assez forte, qu'on va dispatcher dans ces 4 aérosoliseurs. Et donc ensuite, on met en route les aérosols, on met en route le ventilateur, ce qui permet de disperser les bactériophages dans une pièce, comme s'il y avait 4 personnes en réunion. Ensuite, on va récupérer notre préleveur d'air, comme on a vu tout à l'heure. On en a d'autres types de préleveurs d'air, c'est la même chose. L'appareil aspire l'air de la pièce, ça tombe dans un liquide. Donc, mesure à T0, on regarde la concentration de bactériophages dans la pièce. Donc on va avoir une forte concentration, qui va être celle qu'on a déterminée dans le laboratoire. Donc on va imaginer qu'on est à 10 000 bactériophages par mètre cube. Ensuite, on va aller chercher l'appareil, le kit vide. On va le mettre ici dans la tente. Et on le met en route. Et comme tout à l'heure pour les bactéries, on va mesurer après 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes de fonctionnement du kit vide. Et l'objectif, c'est de voir tomber la concentration de ces 10 000 bactériophages par mètre cube, si possible à 0, mais au moins qu'on ait une diminution de la charge, ce qui veut dire que l'appareil fonctionne. Le défi majeur à relever, c'est plutôt au niveau de l'aspiration. Oui, c'est plutôt au niveau de l'aspiration, de la performance de l'appareil en termes effectivement physique, c'est-à-dire d'aspiration et de capacité à traiter rapidement et à rejeter l'air propre dans la pièce. Parce que les dispositifs, ils fonctionnent, puisqu'ils sont tous à plus de 99,99% d'efficacité lorsqu'on met tout de suite en entrée et qu'on mesure tout de suite en sortie. Donc effectivement, le vrai défi, c'est d'arriver à traiter une pièce entière en temps réel avec des personnes dedans aussi. Parce que s'il y a des personnes dedans, en plus les personnes réensemencent au fur et à mesure. L'objectif, c'est d'avoir peut-être 2, voire 3 appareils dans une pièce pour être sûr de pouvoir récupérer tout l'air et de le traiter en temps réel, tout simplement. On parle déjà aujourd'hui de purificateur d'air. On parle déjà de purificateur d'air. L'efficacité réelle, pour l'instant, n'a pas été démontrée. Il n'y a pas de protocole normalisé, de test normalisé, c'est-à-dire pour tester tous les dispositifs de la même manière, pour voir en conditions réelles lequel serait le plus performant. Pour l'instant, ça n'existe pas. Et c'est un peu notre objectif ici, c'est de travailler aussi sur peut-être la mise en place d'une telle norme, d'un tel protocole. Dans ce type de projet, il n'y a pas de propriété intellectuelle au niveau de l'école, on est vraiment sur l'évaluation de performance. Donc on accompagne des entreprises qui ont déjà des produits en cours de commercialisation, qui sont encore de développer des produits de rupture. Donc on travaille avec les 2 types de typologies d'entreprises. Le projet Kilvid, c'est avec une start-up de l'école polytechnique, donc sur le plateau de Saclay, avec une technologie vraiment extrêmement innovante de microréacteurs à plasma froid, voilà, avec des aspects vraiment technologiques très innovants. Donc on les accompagne sur ce projet-là. Et après, on peut être amené à travailler plutôt avec d'autres entreprises, notamment des entreprises du territoire, qui sont aussi des filiales de grands groupes américains, qui ont déjà des produits sur le marché depuis des dizaines d'années, avec comme je disais, des clients comme des très grands groupes hôteliers pour un certain nombre d'applications et qui maintenant veulent caractériser leurs produits sur la qualité microbiologique au niveau des virus et des bactéries. Et donc on travaille à la fois sur du développement de nouvelles technologies de rupture et aussi pour de la qualification de performance de purificateurs qui peuvent déjà exister, et aussi bien avec des startups, voilà, de grandes écoles françaises, comme avec plutôt des acteurs qui sont notamment présents dans l'agglomération stéphanoise ou d'un point de vue ligérien, parce qu'on est quand même assez performant aussi sur ces domaines. Vous parliez de justement la performance. D'une façon générale, on a quand même l'impression que la recherche
en Europe, mais aussi particulièrement en France, ne brille pas par une présence et une réactivité importante. J'entendais à la radio hier quelqu'un dire « il n'y a rien à faire, l'Amérique produit des champions ». Et là, les entreprises locales avec lesquelles vous travaillez sont des entreprises à capitaux américains, donc on sent qu'il y a une réactivité plus importante et peut-être un dégagement financier plus rapide. Est-ce que vous, qui êtes à l'intérieur du réacteur de la recherche, vous confirmez ce constat d'une forme de lenteur, de manque de réactivité? Comment est-ce qu'elle s'explique? Ou est-ce que vous ne vous inscrivez pas dans ce constat-là? Donc la question est complexe, j'essaie de faire une réponse qui est simple. Je dirais que oui, on a moins de moyens financiers. Nous, d'un point de vue recherche, comme un certain nombre d'entreprises par rapport à des gros mastodons américains qui sont capables, voilà. Mais par contre, en termes de réactivité, au contraire, et je prends par exemple nous, notre exemple, l'école des mines de Saint-Étienne, on est quand même une ETI, on est plutôt quelque chose de petit, et par contre avec des expertises de niche qui peuvent être extrêmement importantes. Et au contraire, on a pu être très réactif grâce à notre taille. C'est pour ça qu'on est l'un des seuls endroits en France, en Europe, où on est capable d'évaluer, par exemple, la performance des masques chirurgicaux avec des bioaérosols ou les performances des purificateurs d'air. C'est parce qu'on avait de l'expertise, mais aussi parce qu'on était une petite taille, donc extrêmement réactif, agile, qu'on a pu créer ce type de protocole. Donc encore une fois, c'est à la fois un inconvénient, ça peut être aussi un avantage. C'est un inconvénient parce qu'on n'a pas des moyens financiers gigantesques, voilà. Mais par contre, notre petite taille et notre forte expertise sur des niches nous permet de nous placer de manière extrêmement réactive et agile sur des sujets à fort impact sociétal, économique et industriel. Donc, ça a des avantages et des inconvénients d'être, entre guillemets, une ETI de recherche avec de l'expertise très forte, des moyens qui peuvent être limités, mais que l'on peut concentrer à un moment donné sur des sujets d'importance. Jérémy Pourchet, dernière question. On parlait États-Unis et France. C'est sûr que la France, comparée aux États-Unis, bah là aussi c'est une ETI. Est-ce qu'il serait temps, selon vous, d'arriver à quelque chose qui soit plus remarquable au niveau européen, une recherche identifiée comme européenne et qui, à ce moment-là, pourrait s'inscrire un peu dans une sorte de compétition internationale qui devient ridicule quand on compare un pays comme les États-Unis à une région, finalement, comme la France ou d'autres pays d'Europe? Ouais, il y a déjà des initiatives assez importantes au niveau de l'Union européenne à travers les projets européens, donc actuellement les projets qu'on appelle H20, pour fédérer des consortiums européens pour travailler ensemble. Et c'est vrai que c'est des machineries qui sont quand même extrêmement lourdes, et avec là par contre en termes de réactivité, on n'y est pas forcément. Bon. Donc il y a déjà des choses qui sont faites. À la fois, oui, il faut s'allier d'un point de vue européen. D'ailleurs, nous, c'est ce qu'on fait avec certains partenaires. On essaye d'échanger, de faire des essais interlaboratoires pour être plus performants tous ensemble. Mais encore une fois, il y a une échelle locale. Il ne faut pas oublier que c'est extrêmement important. Pourquoi ces protocoles très originaux sur les bioaérosols se font à Saint-Étienne et pas ailleurs? Que Saint-Étienne, c'est quelque part aussi une métropole qui a une dimension quasiment parfaite pour cette interdisciplinarité. Il y a à la fois une grande école d'ingénieurs sur un campus santé et innovation qui est l'école des mines, une faculté de médecine, un CHU, mais il n'y a qu'une école d'ingénieurs grande, un seul CHU, une seule faculté de médecine. Ce n'est pas comme les grandes métropoles où il y a de la compétition entre différentes grandes écoles ou différentes universités ou différents CHU. C'est un peu une taille limite idéale pour avoir un socle interdisciplinaire assez vaste et aussi une taille suffisamment petite pour que tout le monde se connaisse, tout le monde s'apprécie, que tout le monde ait envie et puisse travailler ensemble. Donc à la fois, le big is beautiful, ce n'est pas forcément toujours la solution. Après, on arrive sur des choses très très lourdes, etc., qui peuvent être efficaces aussi. Mais aussi l'aspect, par exemple, dans notre cas, à Saint-Étienne, avoir un campus santé-innovation avec des écoles d'ingénieurs, des médecins et des chercheurs en biologie de la faculté de médecine ou de l'INSERM, avoir tout ça sur un site, tout le monde est distant de 100 mètres, tout le monde se connaît, avec voilà, cette force interdisciplinaire. C'est aussi une force de cette taille un petit peu intermédiaire et je pense que c'est quelque chose aussi qui est extrêmement importante.